De vous retrouver ce matin. Est-ce que vous m'entendez bien? On va utiliser le chat. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois, il n'y a pas de micro de votre côté, juste du mien. Donc on va utiliser le chat pour, heu, échanger, pour poser vos questions. Heu, heu, oui, c'est bon. Et ben bonjour, Jean-Baptiste, bonjour, Sylvie. Moi je suis en Normandie. Ouais, j'aime bien aussi prendre 2 minutes le matin pour, saluer tout le monde. Et où est-ce que vous êtes ce matin? Est-ce que c'est la région parisienne, le sud de la France? Moi, j'ai un temps magnifique ce matin. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir ce temps. Bonjour Franck, bonjour Emmanuel, bonjour Christine, bonjour Bruno, Barbara, en Val-de-Marne, Paris, on a une fois le Canada, en Moselle, à Oullins, banlieue de Lyon, effectivement. OK, super. Top. Alors, on va démarrer. Moi, j'aime bien commencer à l'heure, et terminer à l'heure. C'est un respect pour les gens qui sont à l'heure. Ravi d'être avec vous. Donc moi, je suis Philippe Bourgeois. Je suis spécialisé dans les transfos depuis maintenant, une quinzaine d'années. Heu et donc j'ai un cycle de conférences parce que j'ai pas mal de convictions sur le sujet. J'ai essayé beaucoup de choses, je me suis pas mal trompé et bon, les difficultés sont aussi, des moyens d'apprendre et d'avancer. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est, le plan de transformation, qui est assez différent en fait du projet. Il y a projet de changement, mais un plan de transformation, c'est quand on a une ambition un peu plus importante ou alors quand on veut couvrir un périmètre, plus large. Et moi, j'aime particulièrement cet angle-là, parce que ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de silotage, beaucoup de projets les uns à côté des autres. Mais s'il n'y a pas de cohérence globale, eh ben, ça marche nettement, nettement moins bien. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à faire, des choses à pas faire. Il y a quelques années, avec un certain nombre de confrères, d'ailleurs coachs, consultants, et puis quelques-uns en entreprise, on a créé une association qui s'appelle l'Association for Ethical Transformations. Bon, on a voulu dès le début que ce soit international parce que finalement, changer le monde quand on reste en France, ça n'est que changer la France. Donc on a des membres dans plusieurs pays d'Europe et puis également en Amérique du Sud. Pas encore en Amérique du Nord, mais ça ne saurait tarder. Et donc, on a posé quelques principes pour que les transformations, les projets de changement soient un petit peu plus éthiques. Et donc là, vous avez les 5 piliers principaux. Et donc, la vocation de cette association, c'est de développer de nouvelles approches ou de faire connaître les approches, de conjuguer les approches pour que les changements se passent un petit peu mieux et soient un petit peu plus systémiques, soient un petit peu plus respectueux des personnes, des entreprises et puis surtout de l'environnement. Il y a un mini-site, ethicaltransformations.org, si vous voulez en savoir plus. C'est pas l'objet aujourd'hui, mais je voulais poser quand même, moi, le fait que j'ai une vision derrière la manière dont je travaille. Il y a vraiment une volonté d'avoir des pratiques qui soient solides et respectueuses pour des différentes parties prenantes. Alors, par rapport à ce sujet des plans de transfo, je vais essayer de faire le lien autant que possible avec vos contextes ou vos problématiques. J'en ai eu quelques-uns au téléphone. Euh, voilà. Qu'est-ce qui vous amène ce matin? Qu'est-ce que vous avez comme problématique spécifique? Quelle est votre attente spécifique? Une problématique soit que vous rencontrez actuellement, soit que vous avez rencontré euh, euh, récemment et qui a été un petit peu compliqué pour vous, soit quelque chose à venir. Mais voilà, en lien avec ce sujet de transfo, qu'est-ce que vous avez à nous partager?
Et donc, je vous invite à utiliser le chat. Alors, j'ai eu quelqu'un au téléphone la semaine dernière. Il y avait une dizaine de projets qui étaient justement en silo et qui avaient besoin de mettre un petit peu de cohérence d'ensemble. Engagement dans la durée, notamment avec des stop and go. Ah ouais, effectivement, engagement dans la durée, ça c'est un bon sujet. Et ça l'est encore plus quand il y a des stop and go qui sont assez fréquents. Et là, on touche du doigt le sujet de la saturation. OK. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme problématique en ce qui concerne votre changement ou vos changements? L'incohérence des initiatives qui partent dans tous les sens sans plan visible. Ouais, merci. Alors ça illustre bien effectivement ce que je disais. S'il n'y a pas de cohérence globale, s'il n'y a pas de lien avec la stratégie, eh ben c'est un petit peu compliqué. On va le voir. Positionnement de notre accompagnement et être correctement identifié comme lead transformation en interne. Ah oui, alors quand on est en externe, effectivement, c'est pas si évident effectivement de trouver sa place. Ça dépend beaucoup des sponsors. Transformer les organisations avec les directeurs récalcitrants au changement. Alors, oui, alors ça, c'est le déficit de leadership, de sponsorship. Première cause d'échec des projets. On va en parler un petit peu plus loin. Résistant au changement de la part du management de production, manque de soutien et cohérence des dirigeants. Ouais, ok. Alors, normalement, ce sont les dirigeants, c'est les exécutifs qui décident des projets, hein, normalement. Donc, normalement, c'est à eux de porter les projets. Et j'observe souvent cette difficulté dans les projets où finalement les opérationnels, le chef de projet, le change manager, en fait, cherchent à compenser le déficit de sponsorship. Le problème, c'est que la légitimité, elle est chez les exécutifs, elle n'est pas chez les opérationnels, donc c'est très compliqué. Clarifier le cadrage de la transformation et ce que cela signifie en interne. OK, on va l'évoquer. Garantir l'adoption sur la durée. Ah, alors ça, c'est un sujet à part entière, l'adoption sur la durée. Effectivement, là, on vient toucher les KPI et la manière dont on va piloter l'adoption. Que cachent les mots transfo et change, clarifier en interne. OK. Alors, juste moi, dans mon vocable, pour que ce soit clair, quand je parle de transformation, on va parler à la fois de projet et de change. Et quand je parle de change, c'est le change sans la partie projet. Et effectivement, c'est important d'être au clair sur les termes qu'on utilise quand on gère un projet. OK. Alors, merci pour ces partages. On va commencer par quelques constats. Ensuite, moi, je vous partagerai pour moi les 3 grands enjeux stratégiques. Et puis, bon, j'ai des cas pratiques. Alors, soit j'en parlerai pendant ce que je vous présente sur les enjeux stratégiques, soit à la fin. Je vais voir comment ça vient. Et puis, ça dépendra un petit peu aussi de vos questions. N'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure. Je jette un œil aux questions également. Alors, 2 constats, en fait, quelques constats principaux. En 10 ans, le nombre de changements majeurs, il a explosé. Et la durée de déploiement, elle a clairement chuté. Je pense que ça, tout le monde l'observe. Et c'est encore plus important avec l'IA. L'IA était vraiment un changement de paradigme aussi. Là, je fais une petite parenthèse spécifique à l'IA, puisque finalement, avec l'IA, c'est pas comment on doit utiliser l'outil, mais comment moi, je dois donner des instructions pour que l'outil soit correctement utilisé. C'est un sujet, il y a beaucoup d'espoir en fait avec l'IA en ce moment. Mais la difficulté, c'est qu'il y a une grande difficulté à faire évoluer cette culture de c'est à moi d'apprendre à l'IA, à apprendre à utiliser l'IA et à prompter, ce qui est vraiment une évolution culturelle pour les organisations. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Et ça, c'est Churchill qui le mentionnait il y a déjà quelques temps. Et moi, ce qu'on constate, c'est que
quand on ignore la résistance, quand on ignore les difficultés, et ben, évidemment, ça ne se passe pas très bien. Je pense que vous l'avez tous observé à votre niveau. Après, c'est la difficulté de savoir comment le faire et la maturité en change est assez faible en France. On a beaucoup de retard. Les Américains sont bien plus matures. Ils ont des change managers à peu près à tous les étages. Et moi, ce que j'observe, là, c'est vraiment des constats que moi, j'observe et qui est en lien avec ce que l'un de vous mentionnait tout à l'heure. Les projets sont déconnectés de la stratégie et nous fonctionnons en silo. Ça, moi, c'est ce que j'entends, ce que j'observe très souvent. Et ça, c'est une immense difficulté parce que s'il n'y a pas un sens qui est clair, s'il n'y a pas un cap qui est le même pour tout le monde, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui me vient, c'est un des cas pratiques dont je voulais vous parler, mais là, je vais en parler maintenant. J'ai travaillé sur un plan de transfo pour une entreprise agroalimentaire de 2500 personnes. Et en fait, je suis arrivé, il y avait 140 projets, 140 projets. Ils étaient tous les uns à côté des autres. Il n'y avait pas de standard projet. Et puis, tout le monde pédalait, mais pas de sens. Et donc, on a créé d'habitude, je procède comme ça, créer un comité de transformation. Alors, je ne fais pas travailler que le CODIR, en fait, parce que le souci, c'est que entre le CODIR et les équipes, il y a souvent 4 étages. Donc, j'ai l'habitude, moi, de créer un comité de transformation et je vais jusqu'à 17-18 personnes, de manière à ce que, à la fois, les décisions et l'information montent et descendent beaucoup plus facilement et qu'il y ait une adhésion qui soit beaucoup plus rapide parce que quand on implique les N-1 du CODIR dans les décisions et dans la communication, et ben, tout est beaucoup plus facile. Et en créant ce comité de transformation, ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait travailler en fait sur les grands enjeux, ce qu'ils ont besoin de réussir. Et en fait, c'est les seuls moyens d'avoir une vision claire de ce qu'on doit faire derrière, parce que si on demande à chaque membre du CODIR les projets qu'il faut mener, chacun a sa propre vision et qui est juste, mais juste c'est une vision qui est parcellaire, parce que le directeur marketing ou le DRH, il n'a pas la vision ensemble. Donc c'est essentiel d'arriver à se poser ensemble pour définir collectivement et valider collectivement quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on doit réussir ensemble. Et donc, ça sous-entend de sortir un petit peu de son confort ou sortir juste de son petit contexte pour avoir une vision un petit peu plus large. Et ça, les codis ont beaucoup de mal à le faire. Ou en tout cas, ils ont beaucoup de mal à le faire seuls parce que ça nécessite de prendre un petit peu de recul. Le niveau d'engagement sur les projets est particulièrement faible et ça, je l'entends également très souvent parce qu'il y a quand même une saturation qui est très importante pour beaucoup d'organisations. Ils sont souvent très chargés sur les opérations, en tout cas sur le quotidien. Et donc, quand le quotidien est chargé, qu'on rajoute 1, 2, 3, 4, 5 projets de changement, eh ben, c'est effectivement difficile d'espérer que les gens soient engagés, encore plus quand on leur demande de faire ou d'adopter des changements, mais que le sens global est pas clair ou pas compris, et souvent les deux. Les résistances au changement sont énormes. Eh ben, en fait, c'est une conséquence de ce qu'on vient d'évoquer. Le niveau de résistance, moi, je trouve qu'il a jamais été aussi important. Et donc, il y a des échecs, soit partiels, soit totaux sur un certain nombre de projets. On parlait tout à l'heure, quelqu'un mentionnait le stop and go, qui est effectivement assez fréquent. Alors, ça peut être du stop and go, et puis parfois, ça peut être carrément on arrête ce projet parce que finalement, les équipes n'en peuvent plus, ou alors on n'a plus les ressources projet pour gérer correctement, ou alors c'est plus valable parce qu'on a pris du retard, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Donc tout ça, ça a des impacts vraiment très négatifs sur l'historique de changement dans l'entreprise. Et ça, c'est important. Un échec projet ne coûte pas que sur le projet, il coûte également sur les années qui suivent.
parce que c'est un historique négatif qui s'installe. Moi, il m'est arrivé régulièrement dans les entreprises de dire « Ah ouais, mais attends, on a essayé ça il y a 5 ans et ça n'a pas marché, donc on laisse tomber. » Donc, ça, c'est l'historique négatif. C'est vraiment un gros point de vigilance. Donc, voilà le panorama des constats que moi, je peux faire sur le terrain. Et je pense que vous devez les faire de la même manière. Maintenant, le sujet, c'est OK, c'est quoi les enjeux stratégiques pour pouvoir réussir ces plans de transfert. D'abord, le premier point, il y a l'alignement sur le cap. On ne peut pas, moi, c'est vraiment le point de départ, où est-ce qu'on va. J'ai commencé à le mentionner. Il y a un deuxième sujet, c'est l'embarquement des équipes, parce que si on n'embarque pas les équipes, il ne se passe rien. Il ne suffit pas de dire demain, installer ça ou adopter tel changement, il faut les embarquer. Il y a vraiment des choses bien spécifiques à faire. Et puis, le troisième point, c'est la structuration. Comment on organise les choses. Et donc, c'est vraiment ces trois piliers sont interdépendants. Moi, je résume souvent mon métier en 3 mots, mobiliser, aligner, structurer, ou aligner, mobiliser, structurer. Ce sont les 3 piliers quand on veut mener des changements. Alors, pour vous les présenter, les illustrer, moi, je suis assez fan des questions, en fait, parce que ça amène à une introspection dernière, mais finalement, où est-ce que j'en suis là-dessus. Donc, je vais vous partager quelques questions à vous poser sur ces 3 piliers. Et effectivement, si vous répondez positivement, si c'est en place sur toutes ces questions, c'est qu'a priori, vous ne devez pas avoir beaucoup de problèmes quand même. Donc, avez-vous déterminé les 3 à 5 batailles à remporter pour répondre à la stratégie? Voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans le contexte que j'avais rencontré sur ce plan de transfo. C'est au niveau du CODIR et idéalement même un CODIR élargi, est-ce qu'on est aligné sur ce qu'on doit réussir? Et moi, ce que j'observe, c'est que quand je pose cette question à plusieurs membres du CODIR séparément, ils n'ont jamais les mêmes réponses. Et ça c'est un souci. Donc, c'est un vrai boulot. Moi, j'avais fait 2 séminaires d'1 jour et demi pour arriver à faire accoucher ce comité de transfo, parce que ça nécessite d'avoir des interactions et de se mettre d'accord, d'avoir une vision partagée, qui est un terme que j'utilise beaucoup, parce que finalement, si on n'a pas une vision partagée sur les problèmes, sur les objectifs, eh ben, on ne peut pas bosser ensemble. Si on n'a pas une vision partagée sur la situation actuelle, sur ce qui est en train de se passer, on ne peut pas bosser ensemble. Ça ne marche pas. Voilà. Donc ça nécessite de prendre du temps pour se parler, d'arriver également à se confronter, parce qu'on peut ne pas être d'accord ou avoir des visions différentes. Donc ça nécessite aussi de s'écouter, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Et au final, en fait, si on n'a pas déterminé collectivement au niveau exécutif les principales batailles à remporter, moi je suis plutôt parce que un enjeu, en fait, c'est très high level. Et moi, je trouve important de décliner des objectifs opérationnels. On se dit, bah, tiens, on a besoin de réussir ça. Par exemple, alors moi, je mets souvent un pilier par thématique. Alors, il y a un pilier finance. Bah, voilà, quels sont les éléments financiers? C'est par exemple l'entreprise la plus rentable de notre secteur. Et ben, ça se traduit par 3 objectifs SMART, qui peut être un pourcentage de rentabilité, un niveau de cash, peu importe, mais qu'on soit au clair sur ce qu'on va atteindre. Et pareil en RH, pareil en développement de produits, et d'aligner le CODIR ou le comité de transfo sur ces batailles. Et ensuite, ça permet de décliner l'ensemble des priorités de projet et puis l'ensemble des priorités de développement produit. Et donc voilà, les priorités produits et projets sont-ils correctement en lien avec la stratégie, les batailles à remporter? Et sur les 140 projets dont je parlais tout à l'heure, finalement, il y a 20 projets qui étaient hors scope. Ils n'étaient pas inintéressants, mais en fait, ils étaient non prioritaires par rapport aux batailles à remporter qui avaient été déterminées par le comité de transformation. Et c'est important qu'il y ait vraiment cette cohérence d'ensemble et un escalier se balaye par le haut. Donc,
c'est quoi le cap, et ensuite derrière on décline. Hein, c'est le principe, c'est une approche américaine. Le terme, je l'ai plus, mais on cascade les objectifs, les OKR. Voilà, Objective Key Results, et qu'on décline de haut en bas. Alors, très important, et ça va servir pour l'embarquement. Est-ce que vous avez bâti une histoire du changement? Ça, c'est un sujet sur lequel je passe pas mal de temps et que je formalise. C'est comment est-ce qu'on raconte l'histoire? Si ce n'est pas un point d'attention spécifique, finalement, chaque membre du CODIR, chaque personne, en fait, va s'approprier l'histoire comme il ou elle l'entend, et pas avec des intentions négatives, mais avec sa perception, sa vision du monde. Et si on veut embarquer les équipes et avoir un impact significatif, il faut absolument que les arguments qui sont utilisés, les mots qui sont utilisés soient les mêmes. Parce que si des collaborateurs entendent 3-4 histoires différentes par rapport au pourquoi d'un projet ou d'un plan de transfo, eh ben, c'est la porte ouverte aux résistances. Donc, c'est vraiment important de formaliser et d'aligner un certain nombre de parties prenantes du plan de transfo ou du projet. Là c'est pareil, sur pourquoi ce projet est important, pourquoi on a besoin de le faire maintenant. Qu'est-ce qui se passerait si on ne menait pas ce projet, hein, pour vraiment pouvoir toucher du doigt le risque de ne pas faire. Le risque de ne pas faire, c'est une question qu'on utilise souvent en change. Hein. Et vraiment de formaliser un document de manière à ce que, pour toutes les communications, on utilise toujours les mêmes arguments et le même wording. Ensuite, le CODIR porte-t-il ces arbitrages? C'est un point qui était évoqué tout à l'heure par même, je crois, plusieurs d'entre vous. C'est le déficit de sponsorship, c'est la première cause d'échec des projets. Donc, moi, c'est d'ailleurs la première question que je pose. Qui est le sponsor de ce projet? Quand je démarre quelque chose, c'est ma première question. Voilà. Qui est le sponsor? Voilà. Et quand on me répond, il n'y en a pas, déjà, on est mal barré. Et puis, si la personne est trop bas dans l'organisation, parfois, il m'arrive de suggérer, de me proposer, en fait, de modifier le sponsorship, parce que finalement, pour que les collaborateurs prennent conscience que le sujet est important, ils ont besoin d'entendre un exécutif. Il y a deux émetteurs, ce qu'on appelle deux émetteurs de prédilection en matière de conduite du changement. C'est les exécutifs en ce qui concerne les changements, les éléments importants de la vie de l'entreprise, et puis évidemment leur N+1. Voilà, c'est les deux voies qui sont très importantes. Voilà. Donc, si le CODIR ne porte pas ses arbitrages et ses projets, eh ben, le niveau de résistance va être important et les risques d'échec sont extrêmement significatifs. Sur l'embarquement des équipes, donc là, c'est en lien avec ce que j'évoquais. Est-ce que la communication est portée par le CEO ou le DG? Alors là, c'est vraiment parce qu'on va parler de plan de transfo. Évidemment, si on est sur un projet, ce n'est pas systématiquement le CEO ou le directeur général qui va porter la voix du projet. Mais sur un plan de transfo, c'est absolument essentiel. Et je dis souvent dans les formations que j'anime en change, je leur dis, vous êtes le directeur de cabinet du sponsor. Voilà, donc on va pas dire au CEO, tiens, voilà le micro, présente le projet, mais on va vraiment tout préparer, les écrits, les oraux. Moi, j'ai eu un échec, une erreur que j'ai commise il y a longtemps, quand je démarrais. J'avais fait faire l'introduction d'un atelier où j'avais une vingtaine de managers sur un projet. Et donc, j'avais appris qu'il fallait faire intervenir le sponsor. Et donc, je lui ai donné le micro pour introduire l'atelier. Le problème, c'est que je n'ai pas cadré les choses, je lui ai pas dit exactement ce qui était important de dire et pourquoi c'était important. Et il a pris 20 minutes pour parler de tas d'autres choses. Et donc derrière, j'ai ramé pendant au moins la moitié du temps qui était prévu pour essayer de les remettre sur le sujet qui nous intéressait.
Donc ça, pour moi, ça a été un enseignement majeur. C'est vraiment de tout préparer pour que les messages soient les bons et soient portés correctement. Alors, on dit souvent aussi que, en matière de change, il faut dire et répéter. Et ça, c'est vraiment essentiel, hein. Et on peut pas cocher, tiens, c'est bon, j'ai communiqué, tout le monde a compris et tout le monde est embarqué. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut que tout le monde entende et que ce soit répété. Euh, Alors effectivement, Christine, ils peuvent être alignés, mais pas dans le vocabulaire au niveau des actions conjointes. Ouais, je suis bien d'accord. Alignement à la fois sur le cap, sur les actions et la manière de dire les choses. Ensuite, est-ce que vous avez pris le temps de répondre aux questions, d'accueillir les inquiétudes éventuelles et de les traiter? Alors j'adore moi ce sujet parce que ça vient toucher le champ des émotions. Il y en a qui disent oh, les émotions, mais pas en entreprise, c'est pas le lieu. Ben oui, mais on est des êtres humains. Voilà. Donc, s'il n'y a pas un endroit pour lequel les personnes vont pouvoir s'exprimer, il y a un risque de fermeture, un risque de résistance. Moi, j'utilise systématiquement, mais pour 100% des projets, des plans de transfo, des ateliers crainte-espoir. Et l'atelier crainte-espoir, il se fait en début de projet et l'objectif, c'est que les gens comprennent le pourquoi du projet, puissent poser leurs questions de clarification, puissent exprimer leurs espoirs, parce qu'il y a quand même toujours des espoirs, et puis il faut les nourrir, les espoirs, hein, et puis puissent exprimer leurs craintes. Et c'est pas parce que il y a des craintes que c'est un problème, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des craintes, surtout quand il y a des plans de transfo. Et, et là, je vais revenir sur le risque de ne pas faire, le risque de ne pas faire ça, de ne pas faire d'atelier crainte espoir, en fait, c'est de pas savoir où en sont les équipes. C'est de ne pas savoir que finalement, en fait, c'est pas un problème pour telle population, mais c'est un énorme problème pour telle autre population, pour telle raison. Peut-être que, et parfois il y a des exemples assez importants de projets où les équipes ont résisté à juste titre. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça dans la NASA où il y avait une directive qui a été donnée. Les ingénieurs ont dit mais non, mais non, mais non, mais non. Et la NASA a organisé des ateliers pour vérifier. Et effectivement, ils avaient eu raison de résister parce que ce qui était demandé ne pouvait pas fonctionner. Donc la résistance, elle a du sens, elle a de la valeur et c'est important de la considérer avec bienveillance. Et c'est pas parce que on la considère avec bienveillance qu'on va accepter tout ce qui est dit, mais c'est important d'en tenir compte. Et à la fin d'un atelier crainte espoir, l'avantage, c'est qu'on sait exactement où on en est, si les gens sont plus ou moins embarqués, quelle est la teneur des difficultés, et puis on peut surtout commencer à les traiter durant l'atelier. Donc, cette notion d'aborder les émotions est fondamentale. L'émotion est première. Et l'émotion première, on ne peut pas la contrôler. Voilà. Donc, le déni des émotions, c'est un peu, ou le déni des résistances, parce que finalement, ça revient un petit peu au même. C'est comme ignorer les objections. Pour un commercial, ignorer une objection, ça ne peut pas marcher. C'est pareil. Si on ignore les émotions, si on ignore les résistances, ça ne peut pas marcher non plus. Avez-vous pris le temps de préparer les managers à leur rôle dans le changement? Alors ça, c'est fondamental, hein. Les managers, c'est la courroie de transmission dans les organisations. Si vous n'avez pas les managers avec vous, ce sera très difficile d'installer un changement, un plan de transfo. C'est essentiel. Dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, en fait, j'avais dit au DG, on va faire une journée avec tous les managers pour leur présenter le plan de transfo. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un manager, avant d'être manager, il est collaborateur. Donc, quand on va lui demander de changer, il est le premier déjà concerné. Donc, avant de lui demander de porter le changement, il faut d'abord le considérer comme un collaborateur et qu'il puisse lui aussi s'exprimer sur ce que ça lui fait. Et c'est pas est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'est-ce que ça vous fait. C'est pas du tout la même question. Et donc,
ils n'avaient jamais fait ça hein, chez ce client, de réunir les managers. Au début, c'était un peu bizarre. Et donc, on a eu les 110 managers en fait, de l'entreprise, qu'on a eu une journée complète. Et ça a en fait transformé, vraiment, vraiment changé la culture parce que les managers se sont sentis vraiment respectés, responsabilisés. Et c'était véritablement le cas. Et ça a amené une cohésion et une responsabilisation absolument considérable. Donc, c'est très, très important. Et ça, je le vois peu. Hein, les managers sont très insuffisamment préparés quand il y a des annonces de changement, que ce soit un projet ou plan de transfo, c'est allez hop, tout le monde en même temps. Et puis, les managers, ils doivent se débrouiller. Et souvent, moi, j'ai souvent vu des managers désengagés parce que finalement, ils découvrent le sujet et d'abord, ils sont eux concernés par le sujet et sans trop savoir quel rôle ils ont à jouer pour le porter, ce changement. Sur la structuration. Alors, est-ce que vous avez une structure cohérente par rapport à l'ambition et à la taille actuelle? Moi, je suis assez adepte de. Voilà, moi, j'ai deux mots-clés, c'est pragmatisme et simplicité d'utilisation. Et simplicité, en fait, c'est que on va pas. C'est quoi l'expression On va pas. On va pas tuer une mouche avec un fusil de chasse. Il y a une expression qui ressemble à peu près à ça. Eh ben, on va structurer de manière appropriée. Hein, on ne va pas créer un PMO, un Project Management Office, si on a 3 projets à installer. Donc, on dimensionne les choses en fonction du plan de transfo, en fonction de ce qu'on a à faire. C'est valable pour la taille des équipes. Mais c'est important, c'est vraiment essentiel. S'il n'y a pas de structuration, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. La structuration est absolument impérative et c'est pas parce qu'il y a de la structuration qu'il y a de la rigidité. C'est plutôt au contraire. L'agilité est permise justement par une structuration, par contre, qui est adaptée. Et on n'est pas au service de la structure, on est au service du pourquoi. Donc, on peut aussi adapter la structure en cours de route si il y a besoin de le faire. Un sujet méga important, est-ce que vous avez des standards? Et quand je dis standards, c'est des standards projet et des standards conduite du changement. Et peu importe qu'ils viennent de tel ou tel endroit, mais à un moment donné, c'est essentiel de se dire en interne, ben voilà, quand on gère tel type de projet, ben voilà le ou les standards qu'on utilise. Et à tous les niveaux de l'entreprise, c'est important d'avoir des standards parce que c'est le seul moyen de capitaliser sur ce qu'on fait, d'avoir un langage commun. Sur cette entreprise agroalimentaire sur laquelle j'ai travaillé, je suis arrivé, il n'y avait pas de standard projet. Donc, une des premières choses que j'ai faites, j'ai fait un atelier avec les principaux chefs de projet. J'ai dit, OK, comment vous travaillez aujourd'hui? On a pris à peu près ce qui se faisait mieux chez les uns, chez les autres. On a packagé tout ça et puis on a dit, bon, eh ben, à partir d'aujourd'hui, le standard, c'est ça. Et puis ensuite, on fait de l'amélioration continue. Quand on se rend compte qu'il y a un truc qui est à ajuster, on ajuste. Si on peut rajouter, mais les standards, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Si on veut avoir de la stabilité et de l'efficacité collective, il faut absolument avoir des standards. Et c'est pareil hein, pour la conduite du changement, c'est la même chose. Alors moi, j'ai un standard, j'ai un standard parce que j'ai une certification à certains rythmes où vous connaissez peut-être, qu'on a déployé notamment à l'OCDE. Et donc, quel que soit le standard, c'est important que vous en ayez un. Les ressources sont-elles alignées sur l'ambition et formées? Alors, je vois beaucoup d'organisations qui ont des ressources, alors souvent insuffisantes, mais souvent pas formées du tout. Voilà. Donc, c'est quand même un peu problématique quand on n'a pas des personnes qui sont formées, et ben on met évidemment en risque le projet. Et en change, en tout cas dans notre approche de change, les premières choses qu'on va regarder, c'est justement l'environnement projet, parce que le change est quand même en aval du projet. Et donc, si les conditions projet ne sont pas réunies,
Ça veut dire qu'on n'a pas les ressources nécessaires, que le sponsor, il n'est pas le bon ou on n'en a pas. Voilà, ces éléments-là. Eh ben, on a beau faire du change, ça marchera pas. Donc, parfois, les premières alertes qu'on pose, en fait, c'est pas sur le change ou l'impact du projet, c'est sur le cœur du réacteur. C'est un projet qui n'a pas les conditions réunies, ou en tout cas qui présente des risques significatifs. Et parfois, ça peut amener à dire, bah, écoutez, ouais, là, mais vous avez mis un chef de projet junior alors que vous voulez mettre en place un ERP. Honnêtement, risque super élevé, quoi. Il y a des projets quand même, il faut avoir un petit peu d'expérience pour pouvoir les mener. Et c'est particulièrement le cas pour un ERP. Voilà, les comités de pilotage sont-ils clairement définis? C'est essentiel d'avoir des comités de pilotage. La gouvernance d'un projet, elle est essentielle, hein. S'il n'y a pas de gouvernance projet, vous ne pouvez pas mettre à jour correctement éventuellement les objectifs ou faire des ajustements sur le cahier des charges, sur la manière de déployer. Hein, mais un comité de pilotage, il sert à ça. Donc, il faut qu'il y ait les bonnes personnes. Il ne faut pas qu'il y en ait 40. Il ne faut pas que ce soit juste du descendant, mais vraiment partager la réalité de ce qui se passe et puis qu'il y ait un ordre du jour avec quels sont les arbitrages qu'on attend du comité de pilotage. Réévaluation du budget, arbitrage sur telle ou telle décision relative soit au contenu projet, soit à son déploiement. Le sponsor s'implique-t-il dans les comités de pilotage? Et Christine, est-ce qu'il vous est arrivé de co-construire le plan d'action de la transfo au-delà de l'écoute? Alors, oui, clairement. En fait, c'est jamais moi qui le construis. En fait, moi, mon job, là, c'est plus avec ma posture de coach que je vais amener le CODIR ou le comité de transfo à définir d'abord les batailles remportées et puis ensuite à créer la roadmap. C'est pas moi qui l'a créé, la roadmap, c'est eux qui vont la faire. Dire, bah, OK, maintenant que vous avez défini vos batailles à remporter, derrière, qu'est-ce qu'on met, quoi? Comment on aligne? Et moi, ce que je vais vérifier, en fait, c'est que chaque projet est bien aligné sur les batailles à remporter. Et puis, éventuellement, je vais créer une matrice de hiérarchisation, de priorisation, pour que les aider à discerner et à définir quels sont les projets qui vont être prioritaires et quels sont ceux qui vont être moins prioritaires, parce qu'il y a toujours une question de capacité, en fait. C'est à la fois capacité projet, mais aussi capacité à intégrer. Voilà, je ne sais pas, Christine, si j'ai bien répondu, si ça répond à votre question. Avec les managers, alors, avec les managers, ce sera plutôt, oui, dans le comité de transfo, mais en vision macro, c'est vraiment avec les exécutives. Après, il peut y avoir des déclinaisons de projets plus opérationnels, mais qui restent à ce moment-là au niveau des managers. Mais sur la vision d'ensemble, c'est important que le portefeuille projet il soit élaboré par le comité de transfo. Alors, moi, je le fais en processus itératif, hein, en général. Là, sur les 2 séminaires, ça nous avait pris 2 mois à peu près pour bâtir les batailles à remporter, la liste des projets avec une évaluation, objectif, budget, priorisation. Et c'est là, à ce moment-là, que ça va être challengé avec les managers pour que ce soit affiné. Donc, le sponsor s'implique-t-il dans les comités de pilotage? Ça, c'est essentiel. Hein, c'est essentiel qu'il y ait une présence régulière du sponsor. À nouveau, première cause d'échec des projets, si le sponsor est peu présent, il ne saura pas porter correctement le projet. Et puis surtout, il y a besoin de décisions qui sont prises en comité de pilotage. Et si le sponsor n'est pas là, ça peut difficilement marcher correctement. Voilà.
Alors, une question rapide, et je vois qu'il est déjà 9h40. Et vous, sur quel niveau est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que c'est sur l'alignement, c'est sur l'embarquement ou c'est sur la structuration? Alors, ça peut être sur les trois, hein. Alors, alignement, embarquement ou structuration? Embarquement surtout, ok. Et la qualité de l'embarquement est souvent proportionnelle à la qualité de l'alignement. Embarquement et structuration. Moi, je vois souvent en fait, des fragilités plus ou moins fortes, mais sur les trois piliers, en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis plusieurs questions sur chacun de ces piliers. Plutôt sur l'alignement, car le change n'est pas impliqué en amont. Ah, bah oui, le change, malheureusement, il est souvent il vient souvent un petit peu tard. Parfois, l'alignement des directeurs, ok. Embarquement des N+1 qui ne sont pas équipés, effectivement. Ok. Merci. Alors, là, je vais pas aller. Moi, là, j'en ai pas mal parlé, et puis je vois qu'il est 9h41. Donc, je vais avancer. Parce que je vous ai parlé pas mal de ce cas pratique. Et je ne veux pas dépasser le temps. Donc, gardez en tête les trois éléments clés: alignement sur le cap, embarquement des équipes, structuration, les trois piliers fondamentaux pour réussir un plan de transfo, mais c'est valable également pour un projet. Moi, je crois beaucoup à la rigueur. C'est d'ailleurs dans cette groupe alimentaire, on avait mis comme fil conducteur la rigueur, parce que sans rigueur, surtout quand il y a un plan de transfo, ben, ça ne marche pas. Et ce n'est pas parce qu'il y a de la rigueur qu'il y a de la rigidité, mais c'est important d'impulser cette notion d'exigence dès le démarrage. Par contre, d'être très dans la réalité du moment. Quand on n'est pas au service, on n'est jamais au service du processus, on est au service du sens. Donc, s'il y a besoin de faire des ajustements, de faire des contournements, on les fait. On n'est pas jusqu'au boutiste sur le comment on le fait. On est vraiment au service du pourquoi. Ouais, alors Laurent, effectivement, les managers, Codir Comex demandent aux équipes de changer, mais pas eux, et ça ne fonctionne pas. Ben oui, ça arrive souvent. Ça m'est arrivé à maintes reprises d'avoir un DG ou un PDG qui me disait: ouais, mon Codir il fait pas ça, ou mes équipes font pas ça, je veux qu'ils le fassent. Et puis je leur dis: et vous commencez par changer quoi pour leur montrer le chemin? Et là, c'était zut, là, donc ça, c'est un très bon sujet. Voilà, il est 9h43. Alors, pour la suite, moi, j'adore décortiquer un peu les problématiques. Donc, voilà, je vous propose, si vous avez passé une heure sur votre contexte, je vous aiderai à identifier un petit peu les enjeux, moi, que je vois, en vous donnant les priorités qui me paraissent essentielles pour votre plan de transfo ou votre projet de changement. Donc, à ce moment-là, prenez rendez-vous sur mon agenda. La prochaine conf, elle est sur le CODIR, justement. Le CODIR, quand même, est essentiel. Il y a beaucoup de CODIR qui dysfonctionnent, ou en tout cas qui ne fonctionnent pas de manière optimale. Chacun reste dans son camp et ne va surtout pas raisonner sur ou challenger ses voisins. Et ça, c'est assez catastrophique, en fait, qu'il n'y a pas de confrontation dans les CODIR. Il faut de la confrontation. Donc, je vous en parlerai. Voilà. Et puis, si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous. Il est 9h44. Et puis, excellent week-end. Excellent week-end sous le soleil, normalement. Et puis, à très bientôt. Bye bye.